All rise, veuillez vous lever. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience mécanisme international appelé à exercer leurs fonctions résiduelles de tribunaux pénaux et ouverts. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président de la Chambre, bonjour à tout le monde et je demande que l'on annonce l'affaire. Bonjour, Monsieur le Président, il s'agit de l'affaire MIST 1596, le procureur contre Jovica Stanisic et Franco Simatevic. Merci, je vais demander au parti de se présenter. Le procureur, bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les juges. Je m'appelle Douglas Striger. Je suis ici au nom du bureau du procureur avec Madame Grace Arbour, Bruce Sullivan, et Thomas Logel. Bonjour, Monsieur le Président et Monsieur le juge. Je suis ici, maître Wayne Jordas, Joe Holmes et Advait Malvia. Pour la défense Simatovic, eh bien, Mélanie Vranies, Vladimir Petrovich et moi-même, Mikhailo Bakrac. Merci. Merci. Je vais commencer en souhaitant à tout le monde la bienvenue. La dernière fois que nous nous sommes réunis ici dans ce prétoire, c'était le 8 octobre 2020, quand s'est terminée la déposition du dernier témoin à l'espèce. Aujourd'hui, cette audience d'aujourd'hui se tient en vertu de l'article 103, qui dit qu'après la présentation de tous les moyens et après la déposition des moyens en clôture de partie, les parties peuvent présenter leurs arguments définitifs. Eh bien, la dernière décision en l'espèce a été faite le 23 février. Et je remercie les parties d'avoir donc déposé leurs mémoires en clôture qui sont très complets. Par rapport à l'ordonnance portant calendrier qui a été délivrée le 18 mars, le procureur a 4 heures pour présenter son réquisitoire. Nous allons l'entendre aujourd'hui. Demain, les équipes de la défense vont avoir 5 heures au total pour présenter leur plaidoirie. Chaque équipe va avoir 2 heures et demie, à moins qu'ils ne décident autrement. Mercredi, nous allons entendre la réplique du procureur, elle ne devrait pas dépasser 1 heure, et ensuite les arguments de la défense, la duplique, aussi 1 heure au total. Les juges de la Chambre ont informé les parties qu'ils étaient prêts à accorder du temps supplémentaire si il est nécessaire pour les répliques et les dupliques. De plus, je dois dire que nous avons reçu 2 écritures du procureur, le 19 et le 24 mars, où l'on demande que l'on biffe les références portant sur les pièces non admises à l'espèce ou bien sur les procès-verbaux des autres affaires. Nous allons prendre une décision en temps voulu ou bien au cours de notre décision de première instance. Si les parties se réfèrent à des tels éléments contestés, eh bien, les juges de la Chambre vont décider s'ils vont ou non accepter de tels moyens exposés. De plus, je dois dire que les 2 accusés sont en liberté provisoire
en présent et qu'ils ont renoncé au droit qui est le leur d'être présents à cette audience. Maintenant, je vais demander au procureur de commencer avec son réquisitoire. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, chers confrères de la défense. La Chambre a devant elle un solide ensemble de preuves qui, d'après l'accusation, établit au-dessous de tout doute raisonnable la responsabilité des accusés, Jovica Stanisic et Franko Simatovic, pour les crimes de persécution, meurtre, déportation et transfert forcé, les crimes qu'ils ont commis en tant que membres d'une entreprise criminelle commune, le ECC. Dans les mémoires en clôture, le procureur expose en détail les éléments de preuve qui prouvent absolument tous les aspects des moyens à charge. La Chambre nous a demandé de répondre d'un non-réquisitoire aux arguments exposés par les parties adverses dans leur mémoire en clôture. Nous allons faire précisément cela. Bien évidemment, en nous appuyant sur notre mémoire en clôture et sur les mémoires de preuve en l'espèce. Toutes les tentatives des accusés de rejeter la responsabilité de leurs actes et comportements sur les autres membres de l'entreprise criminelle commune, sur leurs subordonnés, voire l'un sur l'autre, ont échoué. La seule conclusion possible que ces deux accusés et que ces accusés sont coupables de crimes qui leur sont imputés. Monsieur le juge, je vais aborder les différentes façons dont la défense a déformé des moyens à charge et les droits applicables afin de les tourner à son avantage. Je vais d'abord aborder différentes façons dont les accusés en l'espèce ont profité de leurs fonctions au sein du service de la sûreté de l'État du MUP serbe, de la DB, pour faire avancer l'entreprise criminelle commune. Puis, je vais évoquer quelques exemples des accusés apportant une contribution significative en agissant notamment en tant que canaux de communication et en armant les forces serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Ensuite, ma collègue, Madame Harbour, va continuer à plaider la contribution significative apportée par les accusés en l'espèce. Elle va d'abord parler des différentes façons dont Stanisic et Simatovic ont contribué à l'ECC par les biais des 3 unités associées à la DB serbe. L'unité qu'ils ont créée en 1991, connue sous les noms différents JPN, béret rouge, loup gris, ou JATD, également connue de 91 jusqu'en 95 sous le nom de Hommes de Frankie. Ensuite, elle va parler de leur contribution par les biais de la garde des volontaires serbes, la SDG, commandée par Željko Ražnjatović Arkan et par Slobodan Medić, appelé Boca, unité appelée les Scorpions. Ensuite, Mme Harbour va parler de la contribution significative des accusés à l'objectif commun en utilisant le vaste réseau des camps d'entraînement et en entraînement et armant les forces serbes. Ensuite, nous allons aborder le rôle de Stanisic et Simatovic par rapport aux différentes localités où ont eu lieu des crimes. Madame Harbour va parler des municipalités de la Krajina, de la SBSO, de la Bosnie-Herzégovine, ces municipalités en 1992. Ensuite, je vais parler de leur rôle dans l'opération Podrinje dans la Bosnie orientale en 1993 et des opérations jointes des unités de la DB serbe en 1995. Dans son mémoire en clôture, Jovica Stanisic parle beaucoup de son supérieur hiérarchique, du président serbe Slobodan Milošević. Le président serbe, donc, il est dépeint comme un homme de paix, ouvrant à mettre un terme au conflit en donnant son appui au plan de paix. Ceci est supposé prouver que Milošević, et par extension son chef de la sûreté de l'État, Stanisic, ne pouvait pas partager les intentions et les objectifs des dirigeants serbes de Bosnie dans la mise en œuvre du plan criminel commun en Bosnie-Herzégovine. Nous allons dissiper ce mythe. Je vais conclure, Monsieur les juges, en parlant
de l'impact de ces crimes et du nettoyage ethnique sur leurs victimes. Ceci a causé des milliers de victimes dans les deux pays. Les crimes ont été commis par les deux accusés et par les autres membres de l'entreprise criminelle commune. Mais arrêtons-nous quelques instants pour nous rappeler pourquoi nous sommes ici. Škabrnja était une petite ville de la Krajina en Croatie habitée par des Croates. Normalement, nous devrions voir un transparent sur l'écran. Le 18 novembre, Škabrnja s'est retrouvé à l'intérieur du territoire proclamé région autonome serbe Krajina et Sao Krajina. Ces jours-là, il a été attaqué par une combinaison de différentes forces serbes. Le jour suivant, l'interprète se reprend. Un témoin décrit l'attaque. C'était l'enfer. On voit des corps démembrés tout autour. C'était des moments terribles. On n'entendait rien à cause des tirs. Tout était détruit. Il est arrivé des choses des plus terribles, des meurtres. On a fait sortir les hommes, des civils, de leurs abris souterrains. Il y a eu des meurtres, des massacres. J'ai perdu la moitié de ma famille ces jours-là. Ces jours-là, je les ai vus égorger mon père. Ce sont les propos du témoin oculaire et survivant, Marko Miljanic. Il parle des atrocités commises au cours du massacre de Škabrnja le 18 novembre 1991. On peut trouver cela dans les documents A1. Les massacres et l'expulsion des civils croates de Škabrnja a marqué l'achèvement d'une campagne d'attaques violentes et de déplacement forcé de la population civile croate des villages et villes de la Krajina tout entière. Cette campagne avait commencé en été 91. Elle a été menée à bien par une variété de forces serbes, de l'armée, de la police et des volontaires qui ont été entraînés et équipés par ces accusés. Maintenant, je vais parler de Vukovar et nous allons voir quelques images de Vukovar. Le même jour, le 18 novembre 1991, loin de Škabrnja, de l'autre côté de la Croatie, en Slavonie orientale, la ville de Vukovar est tombée entre les mains des forces serbes après avoir été longuement pilonnée et assiégée. La ville était en ruine, mise à feu et à sang. On y sentait une odeur de la mort. Les corps sans vie gisaient dans les rues et s'entassaient dans les morgues improvisées. Dans les jours qui ont suivi, Vukovar est tombé dans un chaos sans foi ni loi. Chaos de la mort et de la spoliation. Des tchétniks agitant des machettes et les hommes de la défense territoriale du cru rôdaient dans les rues en tuant et pillant, alors que la population croate de Vukovar sortait de leurs caves et abris, éblouis et épuisés par un siège qui a duré pendant des mois. Des milliers d'habitants non serbes de Vukovar ont fui leurs maisons à pied, en formant de longues colonnes. D'autres ont été transportés par des autocars avec quelques possessions qu'ils ont pu emporter. Là, nous allons voir une carte. Donc, tout comme Škabrnja, dans la Krajina, la chute de Vukovar a marqué la fin et le succès d'une campagne d'attaques, de meurtres et de déplacements par la force des Croates et autres non-serbes qui ont eu le malheur de vivre dans la région proclamée région autonome serbe de la Slavonie, de la Baranja, du Srem occidental, la SAO-SBSO. Comme dans la Krajina, cette campagne s'est déroulée au cours de la deuxième moitié de 1991. Tout comme dans la campagne de la Krajina, les unités contrôlées, armées et dirigées par ces accusés ont participé à cette campagne avec d'autres forces serbes. 4 mois après les massacres de Škabrnja et la chute de Vukovar, les forces serbes, notamment Željko Ražnjatović Arkan et les membres de la garde des volontaires serbes, la SDG,
ont attaqué les musulmans de la ville de Bijeljina, pas en Croatie. Maintenant, c'est la Bosnie qui est dans leur ligne de mire. C'est Arkan qui a mené l'attaque en tuant, en terrorisant la population musulmane, en les chassant de leur foyer. Il a déployé ses hommes à Bijeljina depuis son camp d'entraînement et de sa base à Erdut, dans la région SB-SO de Croatie, pas loin de Vukovar. À Bijeljina, l'on a ramassé dans les rues les corps de 45 civils, dont femmes et enfants. Les hommes avaient reçu des balles à la poitrine, bouche, tête ou à la nuque, parfois à bout portant. Au cours des mois qui ont suivi, les forces serbes ont poursuivi leur campagne de nettoyage ethnique dans les grandes portions de Bosnie, y compris à Zvornik, Bosanski Šamac, Brčko, Doboj et Sanski Most, en tuant, plaçant en détention, persécutant les civils musulmans et croates qui vivaient encore, en instaurant une atmosphère de la peur et de la terreur pour les pousser à partir. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, ces crimes commis partout dans l'Ukraine, dans la SAO, SBSO et en Bosnie-Herzégovine ont été commis au cours de la même période, presque la même période, par les mêmes auteurs. Et ils ont eu les mêmes résultats, transfert par la force de la population non serbe. Ceci n'était pas une coïncidence. Ces crimes, comme des centaines d'autres crimes décrits en détail dans les pièces à conviction en l'espèce, n'étaient pas spontanés ou désorganisés. Au contraire, ils faisaient partie d'une campagne de violence bien planifiée, coordonnée au plus haut niveau. De la façon systématique, cette campagne était dirigée contre des Croates, des musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie, les Hongrois et les Slovaques. L'objectif était de créer des territoires contrôlés par les Serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. La population non serbe de ces territoires devrait être expulsée par la force et pour toujours. Au bout du compte, quelques 340 000 non-serbes avaient été expulsés par la force à travers les deux pays. Il s'agit là d'une estimation prudente à minima. C'était cela l'intention de l'objectif criminel commun. Cet objectif a été partagé et mis en œuvre par un groupe, nous l'appelons l'entreprise criminelle commune ou l'ECC, composé des personnalités serbes du monde de la politique, de l'armée ou de la police, aussi bien en Croatie, en Bosnie-Herzégovine qu'en Serbie. Les accusés en l'espèce, Jovica Stanisic et Franko Simatovic, étaient sans aucun doute membres de cette entreprise criminelle et ils y ont grandement contribué. Un nettoyage ethnique accompli sur une si grande échelle n'aurait jamais été possible sans l'appui et la direction de Slobodan Milošević, le président serbe. Il était le président de la Serbie, mais les dirigeants serbes en Croatie et en Bosnie le voyaient aussi comme leur président. Slobodan Milošević les a aidés et dirigés. Les pouvoirs et l'autorité de Slobodan Milošević étaient incontestables. Le diplomate britannique Sir Ivor Roberts dit à son sujet « Milošević était un homme-État. Il prenait toutes les décisions. » Les territoires serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, les régions autonomes serbes que j'ai déjà mentionnées, qui en 1992 ont fusionné pour former la République serbe de la Krajina, la RSK, et l'autoproclamée Republika Srpska, la RS, en Bosnie-Herzégovine, eh bien, toutes ces entités dépendaient complètement et totalement de Milošević et de la Serbie pour exister et, ce qui est encore plus important, pour pouvoir mener à bien les campagnes de nettoyage ethnique au cours desquelles les non-serbes ont été expulsés par la force de leur foyer et terre dans cette entreprise. Milošević était le seul maître à bord du début à la fin. Le ministre d'Intérieur serbe, le MUP,
le ministère de l'Intérieur serbe, le MUP, était le principal instrument qui a permis à Milosevic de diriger et soutenir la mise en œuvre de l'objectif criminel commun. Et ceci nous amène à Jovica Stanisic et à Franco Simatovic. Stanisic et Simatovic, cadres haut placés du service de la sûreté de l'État, de la DB, l'organe serbe de premier ordre chargé du renseignement et du contre-renseignement, a contribué de multiples façons à l'objectif criminel commun. Ils ont mis sur pied les centres d'entraînement en Serbie, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Ils y ont envoyé des instructeurs pour former ces combattants dont les unités ont contribué au nettoyage ethnique. Ils ont armé les forces serbes qui ont mené à bien les plans communs. Ils ont déployé la police et les unités paramilitaires sous leur contrôle, y compris leur propre unité spéciale, l'unité de la DB serbe. Et les personnels de la DB et leurs unités ont donc participé aux prises violentes de villes et villages en Croatie et en Bosnie-Herzégovine en expulsant de nombreux non-serbes. Les accusés ont communiqué, coordonné les communications et opérations avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune et commandant des autres forces serbes qui faisaient la même chose. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Jovica Stanisic et Franco Simatovic ont contribué à pratiquement chaque aspect de l'ECC, à tout moment et partout où elle a été mise en œuvre en 1991 et 1995. Tout comme Slobodan Milosevic, leur patron, ils y ont participé du début à la fin. Messieurs les juges, vous avez demandé aux parties de concentrer leurs arguments sur la mémoire en clôture des autres parties. Alors, qu'est-ce que Stanisic et Simatovic soutiennent en termes généraux? Plutôt que de procéder à une analyse de la thèse exposée dans l'acte d'accusation, celle d'entreprise criminelle commune, Stanisic déforme la thèse de l'accusation et ce qu'elle doit prouver pour tenter de détourner l'attention de la Chambre des questions qui comptent. Nous allons remettre les choses au clair. Quand cela lui convient, Stanisic se présente comme un professionnel de la sécurité et du renseignement hautement compétent et efficace de la DB serbe, l'émissaire et exécuteur de Milosevic, gérant les crises et les négociations internationales. Par exemple, voir paragraphe allant de 164 à 179 du mémoire de Stanisic. À d'autres moments, quand cela lui convient, Stanisic se présente comme une figure de proue non informée de la DB serbe, trahi par ses lieutenants et ses subordonnés les plus proches, dont Simatovic lui-même, qui s'amuse et qui se serait livré à des aventures militaires à l'étranger, manipulant des administrations entières de la DB serbe à son insu ou sans son approbation. Nous allons parler de cela. Simatovic dépeint bien sûr une image différente, se présentant comme un agent de niveau inférieur ou moyen de la DB serbe, ne jouant aucun rôle autre que celui d'un officier du renseignement recueillant des renseignements, de sorte qu'il n'aurait pas pu former l'intention criminelle de se joindre à cette entreprise. Les preuves n'appuient pas cette affirmation et montrent au contraire qu'il a progressé régulièrement en titre et en responsabilité au sein de la DB serbe sous Stanisic pour finalement devenir chef de la deuxième administration. Il était conseiller spécial de son patron Jovica Stanisic et il a travaillé fréquemment et directement avec ou sous le commandement de Stanisic, menant très souvent des opérations sur le terrain pour faire avancer le plan criminel en Croatie et en Bosnie, donc à l'extérieur de la Serbie. Simatovic affirme également souvent qu'il n'a jamais agi sous l'autorisation de son supérieur hiérarchique Jovica Stanisic. Par exemple, paragraphe 43, 239 des mémoires de Simatovic. Eh bien, messieurs les juges, nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Les éléments de preuve établissent clairement qu'en sa qualité d'agent et de fonctionnaire du service de sûreté de l'État serbe,
Franko Simatovic n'a jamais agi à l'insu et sans approbation de son patron Jovica Stanisic. Le timing est primordial et pour Stanisic, le timing est opportun. Il affirme à juste titre que l'unité de la DB serbe qu'il avait créée au printemps 1991, qu'il appelle l'unité en gestation, a été dissoute en mars 1992, juste avant que la campagne de nettoyage ethnique des forces serbes ne vienne en Bosnie à la fin du mois de mars 1992. Par conséquent, tous les membres de l'ancienne unité de la DB serbe qui ont commis des crimes dans ces opérations n'étaient que des agents libres sans lien avec Stanisic et la DB. L'unité de la DB serbe, appelée JATD, a été en effet formée en août 1993 après que la vague initiale de nettoyage ethnique en Bosnie s'était dissipée. Admettant que, puisqu'il le fallait, les dirigeants serbes de Bosnie, à savoir Karadzic, Krajišnik et d'autres, aient mis en œuvre un plan criminel commun de nettoyage ethnique en Bosnie à partir de 1992, par exemple, paragraphe 823 des mémoires de Stanisic, ou 825, Stanisic affirme que Milosevic et par extension lui-même s'étaient séparés des Serbes de Bosnie en octobre 1991 et ont par la suite œuvré pour la paix. C'est le moment opportun, en effet. Enfin, Stanisic consacre une grande partie de son mémoire à cultiver l'image de Slobodan Milosevic et de Jovica Stanisic en pacifistes, travaillant sans relâche à la recherche de la paix en 1992 jusqu'en 1995 pour mettre fin au conflit et éviter une catastrophe humanitaire. De ce fait, ils n'auraient pas pu partager leur intention avec les membres de l'ECC en Croatie et en Bosnie-Herzégovine qui ont continué à mettre en œuvre et à consolider leurs objectifs de nettoyage ethnique. Eh bien, messieurs les juges, bien au contraire, les éléments de preuve montrent que Milosevic, avec les deux accusés, a continué à soutenir et à diriger les membres de l'ECC en Croatie et en Bosnie jusqu'à la fin de 1995, la fin amère survenue après l'effondrement de la RSK en août de la même année lors de l'opération Tempête et avec la Republika Srpska au bord de l'effondrement le mois suivant. Stanisic nous invite à réfléchir à leur motivation pendant cette période. Et c'est exactement ce que nous ferons. Il n'y avait rien d'humanitaire ou de pacifiste à ce sujet. Pour ce qui est des interprétations erronées de notre thèse, du droit applicable, premièrement, il interprète de façon erronée le droit applicable concernant le CC, de manière à suggérer que l'accusation est tenue de prouver des éléments juridiques alors que ce n'est pas le cas. Deuxièmement, il suggère à plusieurs reprises que l'accusation accusée doit prouver que l'objectif de l'ECC était la création d'une soi-disant grande Serbie, bien qu'il n'ait vraiment jamais défini ce que c'est. Pour ce qui est du droit applicable, Stanisic interprète de façon erronée le droit applicable sur la responsabilité au titre de l'OCC pour les crimes commis par les autres auteurs principaux sur le terrain qui ont physiquement commis des crimes, et il le fait de deux manières essentielles. Contrairement à ce qu'il suggère, et c'est paragraphe allant de paragraphe 3 à 12 des mémoires de Stanisic, le droit applicable dispose que le membre de l'ECC qui utilise l'auteur principal pour commettre des crimes n'a pas besoin d'être l'un des accusés. En lisant parfois son mémoire, on pourrait penser que Simatovic est le seul autre membre de l'ECC. Deuxièmement, malgré sa suggestion du contraire, le membre de l'ECC n'a pas besoin de commander les auteurs principaux utilisés pour perpétrer physiquement des crimes. Sur le premier point, dans son mémoire au paragraphe 9, Monsieur le juge, Stanisic prétend que l'accusation n'a pas démontré, je cite, un lien suffisant entre Stanisic et chacun des auteurs principaux utilisés pour commettre des crimes. Fin de citation. S'il suggère que la responsabilité au titre de l'ECC nécessite la preuve que Stanisic ou Simatovic étaient liés à chaque auteur principal
utilisés pour commettre chaque crime, alors il a tort. Nous faisons référence, messieurs le juge, au paragraphe 168 de l'arrêt Martich et au paragraphe 1256 de l'arrêt Shahinovitch. Au contraire, Stanisic est responsable des crimes commis par des auteurs principaux lorsque leur crime peut être imputé à au moins un membre de l'OCC. En tant que tel, Stanisic et Simatovic sont responsables non seulement des crimes commis par les auteurs principaux utilisés par eux, tels que l'unité, mais également des crimes qui peuvent être imputés à d'autres membres de l'OCC, tels que Martich, Milan Martich, qui était également membre de l'OCC par l'intermédiaire de la police de Krajina ou par l'intermédiaire de son collègue serbe du MUP Radovan Stojicic, appelé Baja, qui était en charge de la police de la SAO-SBSO et de la défense territoriale qui ont commis des crimes sur le territoire de la SAO-SBSO. Les crimes d'Arkan, de nombreux crimes d'Arkan et de sa garde volontaire serbe sont attribuables aux Stanisic et Simatovic de plusieurs manières. Par l'intermédiaire d'Arkan, qui était lui-même un membre de l'OCC, par l'intermédiaire de Baja, membre de l'OCC également, qui avait le commandement sur le terrain sur Arkan dans la SAO-SBSO et directement à eux-mêmes, aux accusés eux-mêmes, sur la base de leurs liens propres à l'EDB et sur la base de leur utilisation d'Arkan. Concernant le deuxième point juridique, Monsieur le juge, Stanisic suggère que la thèse de l'accusation est fondée sur le commandement des trois unités, à savoir l'unité de l'EDB, la SDG ou la garde volontaire serbe d'Arkan et l'unité des Scorpions. Nous faisons référence, Monsieur le juge, aux paragraphes 21, 38, 39 et 52 du mémoire de Stanisic. Cependant, l'acte d'accusation n'impute pas à l'accusé la responsabilité du commandement en vertu de l'article 7.3 du statut du TPY, ce qui s'appliquerait ici, mais ce n'est pas notre thèse. La relation formelle de commandement n'est pas nécessaire pour établir la responsabilité au titre de l'OCC pour les actes d'auteurs principaux utilisés pour commettre des crimes. Diapositive qui s'affiche maintenant, montre le paragraphe 226 de l'arrêt dans l'affaire Krajišnik. Et je cite, « L'existence d'un lien entre le crime en cause et l'un membre d'entreprise criminelle commune doit être appréciée au cas par cas. Elle peut être... » Je vais juste lire cela, puisque cela n'est pas dans la diapositive. Donc, elle peut être établie notamment moyen de preuves montrant que le membre de l'entreprise criminelle commune a explicitement ou implicitement demandé à une personne étrangère à celle-ci de commettre un tel crime, ou l'a incité à le faire, le lui a ordonné, lui a encouragé ou s'est servi d'elle de toute autre manière à cette fin. Fin de citation. L'arrêt Martich, paragraphe 187 et 205, a d'une façon similaire appliqué le critère d'autorité ou de contrôle par opposition au commandement, en attribuant à Martich la responsabilité des crimes commis par la JNA, l'ATO et par la militaire de Krajina. Comme il ressort clairement du mémoire de l'accusation, chacun des membres de l'OCC avait le lien nécessaire avec les crimes en question grâce aux auteurs principaux qu'ils ont utilisés pour réaliser l'objectif criminel commun. Il n'est pas nécessaire que les auteurs physiques des crimes soient utilisés par les accusés eux-mêmes. Il suffit qu'ils soient utilisés par d'autres membres de l'OCC qui partagent l'intention criminelle avec l'accusé. Donc, Monsieur le juge, qu'il s'agisse de crimes commis par des membres des unités qui ont été utilisés par Stanisic et Simatovic, ou de crimes commis par des membres des forces serbes utilisés par les autres membres de l'OCC, avec lesquels ils partageaient leur intention, Stanisic et Simatovic sont responsables de tous les crimes qui leur sont imputés dans le cadre de l'OCC, à savoir des crimes reprochés dans l'acte d'accusation.
Une autre interprétation erronée concernant la Grande Serbie. L'autre interprétation, donc concernant la soi-disant Grande Serbie, et d'après nos calculs, Stanisic fait référence au terme Grande Serbie 14 fois dans son mémoire en clôture. Il essaie d'en faire un élément de l'affaire de sorte qu'il puisse alors affirmer que cela n'a pas été prouvé. La Grande Serbie est peut-être leur thèse, mais ce n'est pas la nôtre. Le terme n'apparaît pas dans l'acte d'accusation. Dans le mémoire préalable au procès de l'accusation, il apparaît 2 fois et une fois dans la déclaration liminaire, mais seulement en attribuant le terme à un membre de l'OCC, à savoir à Vojislav Šešelj, ou à des déclarations faites par d'autres personnes qui étaient, pour ce qui est de Šešelj, il était contre. Il était pour la Grande Serbie. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention à la diapositive qui montre le paragraphe 13 de notre acte d'accusation. Voilà ce qui est allégué dans l'acte d'accusation dans ce paragraphe 13. Cette entreprise criminelle commune avait pour but de chasser par la force et à jamais, au moyen de persécutions, de meurtres, d'expulsions et d'actes inhumains, transferts forcés, la majorité des non-serbes, essentiellement des Croates et des musulmans de Croatie et de Bosnie, de vastes portions du territoire de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. C'est ce que nous devons prouver. Ainsi, chaque fois que dans ses arguments Stanisic fait des affirmations concernant l'objectif allégué d'une Grande Serbie, nous suggérons à la Chambre de prendre en considération le paragraphe 13 de l'acte d'accusation et non pas de se pencher sur la question de savoir si l'accusation l'a prouvé. À notre avis, les éléments de preuve confirment le paragraphe 13 de manière écrasante. Le but était la séparation ethnique par des moyens violents. Les crimes commis en Croatie et en Bosnie le démontrent, et les 6 objectifs stratégiques annoncés par les dirigeants des Serbes de Bosnie en mai 1992 le confirment. Momčilo Krajišnik, membre de l'OCC et dirigeant des Serbes de Bosnie, a déclaré que c'était l'objectif principal, l'objectif le plus important. C'était l'objectif principal depuis le début et il est resté pendant toute la durée de l'OCC. Monsieur le juge, maintenant je voudrais parler de certaines des contributions de Simatovic et de Stanisic à l'objectif criminel commun en tant que fonctionnaires de la DB serbe. Stanisic et Simatovic affirment tout au long de leur mémoire en clôture que la DB était tout simplement une organisation du renseignement, que les activités et l'attention de ses employés étaient consacrées à sa fonction du renseignement. Voir référence à leur mémoire en clôture, paragraphe 134 et jusqu'à 136, et pour Simatovic 108 et 187. Nous en sommes d'accord qu'à moitié, formellement, conformément à ces règles et ces règlements, l'ADB serbe était un organe de collecte de renseignements et de contre-espionnage. Mais comme nous le verrons, plusieurs témoins bien placés et bien informés nous disent, chacun à sa manière, qu'en ce qui concerne les actions contribuant à la mise en œuvre de l'objectif criminel commun, Stanisic et Simatovic ont agi bien au-delà des compétences et de l'autorité officielle de l'ADB, tout en l'utilisant pour faire avancer le plan criminel. The first of these witnesses is the defense expert witness, Le premier de ces témoins est le témoin expert de la défense, Milan Milošević. Donc, il a parlé en détail de la façon dont l'ADB était censée opérer sur la base des règles et des règlements définis par leur and regulations authorized. We see time and time again that Stanisic and Cependant, on peut constater qu'à de nombreuses reprises, Stanisic et Simatovic ne respectaient pas ces règles quand il s'agissait de contribuer à l'entreprise criminelle commune. Ceci réfute leur argument qu'ils n'étaient que des officiers de renseignement d'un service de renseignement qui ne s'occupait que de la collecte de renseignements. En voici quelques exemples. Le témoin expert, M. Milošević, qui a travaillé pendant très longtemps au sein de la DB serbe, a clairement dit que la DB n'était rien d'autre qu'un service de renseignement et de
contre-renseignements. Il collectait les renseignements et puis les analysait. M. Milosevic a témoigné que les services de la sécurité publique, dont les policiers en uniforme, eh bien, donc ce service pouvait, dans les faits, être déployé dans les opérations de combat. De l'autre côté, disait-il, le rôle de la sûreté de l'État, de la DB, était de recueillir les informations. Au sujet de l'entraînement, le témoin Milosevic dit « La formation des opérations de la DB ne comprenait aucune formation au maniement des armes à feu, par exemple comment démonter et assembler un fusil, exercice des tirs, entraînement militaire. Je ne suis pas au courant de l'entraînement qui impliquait l'utilisation des armes à feu. Les opérationnels n'étaient pas formés au maniement des armes à feu. Ils n'étaient pas formés à cela. Il vous suffit, monsieur les juges, d'examiner la vidéo qui montre Stanisic et Simatovic présentant un rapport à Slobodan Milosevic lors de la cérémonie au centre Kosti pour comparer l'entraînement autorisé aux entraînements réellement organisés par ceux qui se sont déroulés dans de nombreux centres d'entraînement en Croatie, en Serbie et en Bosnie, et organisé donc par les accusés. Pour une organisation qui, d'après l'expert Milosevic, ne maniait pas les armes, ces accusés ont eu affaire avec beaucoup d'armes, ces accusés et leurs subordonnés également. Dans sa déposition devant la Chambre de première instance du TPY, Milosevic dit ne pas être en mesure de citer une loi permettant le déploiement du personnel de la sûreté de l'État à l'extérieur de la Serbie, en Croatie en 1991 et en Bosnie en 1995, pour y combattre conjointement avec d'autres forces serbes présentes sur le terrain. Nous savons qui l'ont fait. Les juges de la Chambre l'ont vu. M. Milosevic a dit qu'il était bien connu que l'objectif de la JATD, l'unité de la lutte antiterroriste serbe établie en août 1993, était de combattre le terrorisme urbain et rural, puisque la JATD était créée pour mener à bien des activités antiterroristes. D'après Milosevic, M. Milosevic, le témoin, cela voulait dire qu'il s'agirait des activités à l'intérieur de la Serbie. Or, les moyens de preuve montrent que la JATD a été déployée à l'extérieur de la Serbie, en Bosnie, dans le cadre de l'opération Pau Karanje et dans le cadre des opérations de Banja Luka en Bosnie en 1995. Il ne s'agissait pas là de combattre le terrorisme rural et l'extrémisme en Serbie. Bien sûr, l'ADB a exercé ses fonctions premières, régulières, le renseignement et le contre-renseignement. Le rôle décrit par l'expert Milosevic. L'opération Thompson, dont Stanisic parle dans son mémoire en clôture, eh bien, est un bon exemple de cela. Quand il s'agissait de contribuer à ce plan, à l'expulsion violente et planifiée de la population non serbe des régions de la Croatie et de la Bosnie, désignées comme des territoires serbes, eh bien là, l'expert Milosevic nous dit que ces accusés sont amplement sortis du cadre officiel du renseignement et qu'ils ont utilisé l'ADB pour faciliter ces activités. Bien sûr, quand les accusés agissent en s'écartant beaucoup de leur pouvoir légal, cela ne constitue pas per se un acte criminel. Mais ce qui importe, c'est que quand ils le font, ils participent aux activités qui ont contribué à l'objectif criminel commun. D'autres dépositions importantes corroborent ceci. Il s'agit du témoin de la défense de Jovica Stanisic, Ristic, qui était fonctionnaire de la 3e administration de la DB serbe. Il a dit qu'en 1991, Stanisic n'était pas opérationnel et actif pour assumer ses responsabilités formelles relevant de l'ADB à cause d'une lutte pour le pouvoir entre Stanisic et son boss de l'époque, le chef de l'ADB à l'époque, donc Jankovic.
Vous allez vous rappeler que ce témoin a dit ne pas être au courant des autres activités de Stanisic en 91. Et là, il s'agissait bien des activités qui ont fait avancer le plan criminel commun. Nous avons confronté les témoins aux preuves portant sur les activités de M. Stanisic au printemps 91, telles que la réunion avec Milan Martic et Radovan Karadzic, Milan Babic à Sarajevo, membre de l'ECC, ou bien la réunion avec Milan Babic à Knin en avril de la même année. Les témoins, bien sûr, n'étaient pas au courant de ces activités de M. Stanisic. Cependant, quand nous lui avons demandé si ces activités faisaient partie de ses fonctions habituelles au sein de l'ADB, eh bien, il a répondu que d'après lui, non. Et il avait raison. La période de cette prétendue période d'inactivité varie grandement. Ristic a dit que Stanisic n'était pas opérationnel pendant toute l'année 91. Un autre témoin, le témoin Lekovic, a dit que cette période d'inactivité a duré d'avril à octobre 91. Et dans les mémoires en clôture, Stanisic dit qu'il s'agit là de la période allant d'avril à juillet 91. Quoi qu'il en soit, ce fait vient étayer les moyens à charge. Tout d'abord, nous savons tous que Stanisic était actif tout le long de l'année 91. Et voici quelques exemples. Veuillez montrer le transparent suivant, s'il vous plaît. Donc nous savons qu'au mois d'avril 91, Stanisic rencontre avec Simatovic, Dragan Filipovic, ensuite Dragan Vasilkovic, aussi connu comme le capitaine Dragan, avec les membres de l'ECC Milan Babic. Stanisic le confirme dans son interview en qualité de suspect au mois de mai. Il a dit donc qu'il a reçu l'ordre de collecter des informations sur ce qui se passe à Knin en avril ou bien en mai 91. Au mois de mai 91, Stanisic est à Sarajevo, dans l'appartement de Karadzic pour y rencontrer Karadzic, Milan Babic et Milan Martic. Madame Arbour va en parler plus tard. Mais, au mois de juin 91, Stanisic a déployé son subordonné Rade Kostic dans la région de la SBSO en Croatie. Au mois d'août 91, Stanisic est de retour à Knin pour récupérer le capitaine Dragan. Et il dit dans son mémoire en clôture, Stanisic a créé la prétendue unité en formation au printemps 91 ou à la fin de l'année 91. Vous allez vous rappeler aussi qu'en octobre 91, le témoin RFJ 17, le général Vassilievitch, a fait référence à un rapport qui a été fait à l'organe de sécurité de la JNA en Slavonie orientale. Le rapport fait état d'une rencontre entre Stanisic et Radovan Stojic Badja, les cadres du MUP serbe, commandant la police serbe et les forces de la TO en SBSO, en rencontrant donc le commandant de la JNA de la région, Aranjelovic. Voici ce qu'il dit, Ristic, quand on lui a demandé si Stanisic a pris part à ces activités ou à certaines de ces activités en 91. Nous allons voir cela sur le transparent. Voici ce qu'il dit. Stanisic n'était pas un opérationnel. Il n'était pas un opérationnel dans le sens où il n'exerçait pas les fonctions de la DB conformément à la systématisation des fonctions. À part cela, je ne saurais dire s'il faisait ou pas quelque chose d'autre. Fin de citation. Ce que l'on peut voir, c'est que pendant cette période de la prétendue inactivité opérationnelle, Stanisic était au courant, actif. Il travaillait à l'étranger, en Croatie,
avec d'autres membres de l'ECC qui étaient en train de mettre en œuvre le plan criminel commun. Ces activités sortaient peut-être du cadre de la systématisation des fonctions de la DB, mais il était actif. Les témoins Milošević et Ristić ont expliqué comment Stanisic et Simatovic ont sorti des pouvoirs qui leur étaient donnés par la DB et sont allés au-delà de leurs fonctions en utilisant le DB dans les activités qui dépassent son mandat. Ils corroborent ainsi la déposition d'un troisième témoin, du général Vassilievitch, RFJ 17. Ce témoin utilise le terme Vojna linia, la ligne militaire, pour décrire à peu près la même chose. Je vais vous demander de nous montrer les transparents suivants. Stanisic, Simatovic et autres membres de l'entreprise criminelle commune ont dépassé leurs compétences officielles pour faire avancer le CC. Le terme Vojna linia décrit les activités de certains membres du MUP, de la sûreté de l'État serbe et autres, qui, en dehors de leurs devoirs professionnels habituels, ont pris part à des activités qui ne relevaient pas de leurs compétences et qui sont liées à la formation et au déploiement des unités des paramilitaires dans des endroits qui se trouvaient dans les théâtres des opérations. Vous allez vous rappeler qu'ensuite, Vassilievitch a identifié différentes personnes associées à la ligne militaire, Vojna linia. Donc, en dépit des affirmations de Stanisic et Simatovic, qui disaient qu'ils ne faisaient qu'agir dans le cadre de leurs fonctions légitimes au sein de la DB, en faisant la collecte de renseignements, eh bien, les moyens de preuve en l'espèce prouvent autre chose. Les témoins qui viennent de milieux très différents disent clairement que ces accusés ont agi en dépassant largement leur pouvoir. Aussi est-il à noter que l'expert Milošević, M. Ristić aussi, ont tous les deux donné de nombreux éléments de preuve qu'ils confirment la déposition directe du témoin Vassilievitch. À présent, monsieur le juge, je vais évoquer l'opération Thompson en 3 points. Pourriez-vous me dire combien de temps il me reste? Je sais que nous avons commencé avec un tout petit peu de retard. Nous avons commencé à 9h37. Monsieur Stringer, merci. Donc, monsieur le juge, je vais évoquer l'opération Thompson en 3 points. L'opération Thompson a été lancée par le MUP de Serbie et avait pour l'objectif d'observer et empêcher les activités des extrémistes, d'empêcher les attaques contre les citoyens de la Serbie, y compris ces minorités. En parlant de l'opération Thompson, dans les mémoires en clôture de Stanisic, paragraphe 146 à 147 et annexe 1, M. Stanisic prétend qu'il ne pouvait pas avoir l'intention criminelle parce qu'il utilisait la DB pour protéger les minorités en Serbie. Bien sûr, les problèmes que nous avons avec cette proposition est que les pièces à conviction montrent de façon convaincante que Stanisic et Simatovic, en agissant à travers la DB, contribuaient en même temps aux attaques contre la population non serbe de l'autre côté de la frontière, à l'extérieur de la Serbie, en Croatie et en Bosnie. Le témoin Ristić confirme que l'opération Thompson ne se déroulait pas à l'extérieur de la Serbie. Elle ne s'appliquait pas à l'extérieur de la Serbie. Les extrémistes et les criminels devaient se tenir au carreau en Serbie. Mais dès qu'ils traversaient la frontière pour se rendre en Croatie et en Bosnie, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. D'après M. Ristić, pendant la durée de l'opération Thompson, on ne pouvait pas emporter les armes en Serbie. Mais rien dans l'opération Thompson ne les empêchait d'envoyer les armes de la Serbie vers l'extérieur, vers la Croatie et la Bosnie et Herzégovine. L'objectif de l'opération Thompson était de préserver la paix à la maison, en Serbie. Milošević ne voulait pas de problème chez lui. Il a exporté l'extrémisme et les crimes à l'extérieur, à la Croatie et à la Bosnie-Herzégovine par les biais des accusés et d'autres membres de l'ECC. Ristić
a affirmé que les activités d'Arkan et des gardes volontaires serbes étaient placées clairement sous la protection de l'ADB. Ristic et un autre membre de l'ADB a dit que Arkan et les gardes volontaires serbes étaient placés sous la protection de la DB serbe pendant toute la durée du conflit. Ils n'étaient pas concernés par la mise en œuvre de l'opération Thompson. De fait, monsieur le juge, les moyens de preuve démontrent que de nombreux volontaires serbes recrutés par les extrémistes ont été envoyés dans la région et ceci sous les ordres de Radovan Stojic. Ristic dit que tout le monde savait au sein de la DB qu'Arkan était intouchable, que les mesures de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme relevant de l'opération Thompson ne s'appliquaient pas à lui. Et maintenant, je vais attirer votre attention sur un paragraphe du mémoire de M. Stanisic. Voici ce qu'il y dit. La proposition que la DB aurait dû aussi arrêter Arkan est utopique et son seul but est de nuire à Stanisic. Beaucoup de moyens illustrent les amitiés haut placées d'Arkan, Bogdanovic, Badja, Biorchevich et les autres. Dire qu'il était possible d'effectivement poursuivre Arkan, voire de l'arrêter, montre que le procureur n'a même pas tenté de comprendre quelles étaient les responsabilités de l'ADB dans la situation politique qui prévalait à l'époque. Donc, à présent, Stanisic affirme avoir pris une décision politique de protéger Arkan. Cependant, aucune des personnes que Stanisic accuse à présent pour les crimes commis par Arkan n'avait ni le pouvoir ni la compétence en vertu de l'opération Thompson d'avoir affaire avec Arkan. Bogdanovic, même s'il restait influent, avait cessé d'être le ministre du MUP serbe en mars 1991. Badja était dans la section de la sécurité publique et n'était pas au même niveau que Stanisic. Et Badja n'était pas responsable de la mise en œuvre de l'opération Thompson. Monsieur Stringer, je voudrais dire que les 7 minutes que vous avez perdues d'après le greffe, eh bien, nous les avons ajoutées donc au temps alloué au procureur. Donc, nous avons pris 7 minutes de retard. Donc, nous pouvons continuer, dit M. Stringer, jusqu'à 10h30, enfin 7 minutes après, plus tard. Donc Stanisic était le seul qui avait l'autorité et la responsabilité juridique de mettre en œuvre l'opération Thompson et d'empêcher Arkan d'agir. Le fait est que Stanisic a protégé Arkan pendant 4 années parce qu'il contribuait de façon importante au plan criminel commun. Monsieur le juge, au moment de leur déploiement dans l'opération PAOK en 1994 et de leur déploiement dans les opérations Banja Luka à Sanski Most, Stanisic a réussi à faire figurer Arkan et la SDG sur la liste des employés rémunérés par l'ADB. Nous attirons votre attention sur l'annexe 2 de notre mémoire. Mais Stanisic dit maintenant qu'il ne savait pas qui était payé par l'ADB.
Donc, Stanisic affirme que tous ceux qui lui étaient les plus proches dans la DB, à savoir ses subordonnés Franki Simatovic, Tepavcevic, adjoint de longue date de Stanisic, Podanic, chef de la 8e administration de la DB, et maintenant Filipovic, l'un des premiers membres de l'unité de la DB, qui en 1995 était le chef adjoint de la 2e administration de la DB, manigancé derrière son dos, embauché et réquisitionné du personnel immatériel de la DB, s'engageant dans des opérations militaires à l'étranger, le tout à son insu ou sans approbation. En fait, ce n'est pas tant une affirmation ou une assertion qu'une sorte d'hypothèse. Cela nous amène à la diapositive suivante. Au paragraphe 104 de son mémoire, en clôture, Stanisic dit, je cite, « Rétrospectivement, la structure de la DB accordait trop de confiance à la 2e administration pour s'occuper correctement du travail, du recrutement et des rapports. » Fin de citation. Paragraphe 131 de son mémoire, je cite, « Rien n'empêchait les fonctionnaires haut gradés, tels que Simatovic, Tepavcevic ou Filipovic, de demander du matériel ou des fournitures à la 8e administration pour mener à bien leurs propres activités. » Fin de citation. Le paragraphe suivant. Je cite, « La procédure que quelqu'un aurait pu entamer, cette procédure pour recevoir des fournitures pour un groupe de réserve, pouvait s'être déroulée comme suit. » Fin de citation. Rétrospectivement, aurait pu, pouvait, aurait dû. Le problème de Stanisic, c'est qu'il n'y a aucune preuve que cela se soit produit, et cela ne s'est pas produit. Un fonctionnaire bien placé de la DB RJS 03 clairement indiqué que Stanisic était très bien informé et a dit dans son témoignage que le système d'envoi de rapports dans le service de la DB était structuré de manière à garantir que Stanisic recevait toutes les informations dont il avait besoin pour faire des décisions. Cvetkovic, un autre employé de la DB serbe, a déclaré que Stanisic était un directeur extraordinaire et un agent extraordinaire. Fin de citation. C'est dans la ligne A17. L'expert de la défense Milosevic a déclaré que la DB serbe avait mis en place des procédés, des procédures pour découvrir les activités corrompues ou illégales auxquelles se livrait son personnel. C'est ainsi que le système a été conçu. C'est dans la ligne A18. Et c'est Jovica Stanisic qui a conçu le système. Il était responsable de la réorganisation de la DB serbe au début de 1992, lorsque il en est devenu le chef. Le fait est, Monsieur le Président, et c'est la diapositive suivante, le fait est que Stanisic savait tout. Stanisic savait tout, mais ne me croyait pas sur parole. Donc, dans la conversation avec Radovan Karadzic du 28 janvier 1992, Stanisic a dit « Je ne sais pas ce que vous savez, mais nous savons tout. » Messieurs les juges, il n'y a aucun fondement raisonnable permettant à la Chambre de conclure que Stanisic ne connaissait pas et n'approuvait pas tous les déploiements importants du personnel de la DB serbe et toutes les mesures importantes prises par ses subordonnés, y compris par Franko Simatovic, qui ont fait progresser le plan criminel commun. Sa tentative désespérée de faire porter la responsabilité à d'autres personnes doit être rejetée. Messieurs les juges, je regarde l'heure. Donc l'accusation s'appuie sur sa mémoire en clôture, écrit pour parler des contributions des accusés concernant les canaux de communication et de l'armement. Et nous allons donc en parler après la pause. Le Président, merci. Donc nous allons poursuivre à 11h07.